Nous sommes dans la troisième partie du premier Heroes of Sokoban. Je vais commencer à moins expliquer chacune de mes actions, puisque le but ici est de se concentrer sur comment le jeu communique ses intentions aux joueurs, et il s'agit moins de décrire précisément la solution des énigmes. On a ici 3 portes, 3 personnages, et il faut réussir à activer les 3 interrupteurs sans bloquer le wizard. Et pour ça, je crois qu'il faut amener ce personnage à gauche. Et pour ça, il faut éviter que le voleur ne soit bloqué. Alors, comment faire? On est obligé de faire en sorte que le wizard se téléporte ici, puisque c'est le seul à pouvoir aller chercher la caisse. Et à partir de là, d'accord, il faut amener le voleur à droite pour éviter qu'il ne se bloque, afin de laisser l'espace libre au guerrier. Euh, et on va utiliser le guerrier pour aller en premier ici. Voilà. Ici, on a une énigme assez facile, mais qui est là pour nous montrer une des synergies possibles du jeu. Le guerrier peut pousser les caisses, mais se retrouve très vite limité. Le voleur ne peut pas bouger. Et le wizard peut se téléporter à sa guise, de manière très fluide, dans le labyrinthe. Et c'est lui, en fait, qui va être là pour amener chacun des personnages à sa place. Ici, on a un niveau qui a 3 couloirs. Si je joue en premier le guerrier et que j'essaye d'atteindre la sortie avec le wizard, je me retrouve bloqué puisque je me retrouve obligé de me téléporter à la place de la caisse. Donc il faut commencer par positionner le wizard sur sa porte avant de faire quoi que ce soit. Et là, on commence à avoir des niveaux plus grands, où c'est un peu une manière de dire aux joueurs, voilà, on a eu des niveaux simples, on a introduit chacune des mécaniques à chaque fois avec un seul personnage dans chaque niveau, puis on a associé 2 personnages à un niveau, puis 3, dans des niveaux concis et petits, et on commence à avoir des challenges un peu plus riches, un peu comme si on avait terminé une première étape et que le jeu était en mode, voilà, on a appris les fondamentaux, on a découvert les synergies possibles simples entre les 3 personnages, et il va falloir commencer à utiliser les compétences de chacun dans des niveaux plus grands et plus riches. Euh, Là, il faut utiliser le guerrier pour permettre au wizard de sortir, parce que sinon il ne peut pas. Très bien.
Si j'utilise le wizard pour essayer d'atteindre la caisse, je me retrouve bloqué. Mais je peux aussi, je crois, faire quelque chose comme ça. Non. Peut-être que si je suis malin, je peux amener cette caisse ici. Non. Comment j'avais fait? Quel personnage dois-je utiliser? Je ne peux pas pousser la caisse, je ne peux pas la tirer. Donc a priori, je peux peut-être la téléporter. Et pour la téléporter au bon endroit, je pense qu'il faut d'abord positionner un personnage ici. D'accord. Ah, peut-être que c'est une synergie entre le guerrier et le voleur. Le voleur peut tirer la caisse une fois. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Ok, petit bug. Tac. Voilà, ok. Voilà. Donc il s'agit bien de comprendre les différentes capacités et limitations de chaque personnage et de voir comment les faire s'entraider. Voilà. Donc on a terminé le premier Heroes of Sokoban. Je vais jouer à l'épisode 2 et 3 dans d'autres vidéos. Et je trouvais ça vraiment intéressant de présenter ce jeu-là, parce que à travers des règles très simples, qui sont, je pense, codées très simplement avec très peu de lignes de code. En tout cas, si on imagine que si c'était un jeu de plateau ou un jeu de société, les règles seraient très simples. Le guerrier pousse, le voleur tire et le sorcier se téléporte. Il n'y a pas de mécanique de jeu complexe, dans le sens où il n'y a pas besoin d'apprendre une longue liste de règles du jeu avant de commencer à savoir jouer. Et d'ailleurs, le jeu introduit chacune des mécaniques de manière simple et successive, afin qu'on ait bien le temps de les prendre en main et de les apprendre. Même s'il y a des explications brèves des capacités de base et des objectifs, savoir il faut atteindre la porte, positionner un bloc sur un interrupteur, ouvre une porte, etc., etc. Il y a quelque chose qui est très intéressant dans les jeux d'énigmes, c'est le fait de découvrir les propriétés émergentes des règles du jeu par essai-erreur. Et chaque niveau est fait à la main. Ils ne sont pas procéduraux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un algorithme qui va générer de manière aléatoire un nouveau niveau à chaque jeu. Non pas pour dire que ce genre de jeu n'est pas intéressant, bien au contraire. Par exemple, on peut tout à fait jouer à des Sudoku ou à des roguelikes ou à des jeux d'énigmes qui ont une rejouabilité infinie. Ça, ce serait des types de jeux avec un algorithme qui va générer de manière aléatoire des niveaux à l'infini. Ici, chaque niveau a été vraiment conçu à la main par le game designer. Donc dans l'outil Puzzle Script, le level designer a placé à la main chaque tiles de couloirs, de murs, de portes, de crates, de personnages, etc. afin de créer une situation qui a un problème unique et une solution ou un ensemble
d'actions uniques à faire dans un certain ordre. Comme ça, chaque niveau a une solution propre. Euh, et la manière dont est conçu le niveau nous invite à nous tromper, à faire face à un problème et à réenvisager notre manière de jouer, alors qu'on a appris au préalable les règles de base. Et ça nous permet, en tant que joueur, d'être obligé de trouver une solution qui est liée à une des synergies issues des règles. Donc, c'est une manière de nous montrer une des propriétés mathématiques, en quelque sorte, des règles du jeu. Et le game designer, vu qu'il est sûr qu'il y a une solution unique, il est sûr à 100% que le joueur a compris d'une part ce qu'il faut faire, et il a aussi compris euh, on ne peut pas passer à côté des propriétés émergentes du jeu. Et c'est vraiment ça qui est intéressant avec les jeux d'énigmes, je trouve, quand ils sont bien faits. Ils peuvent être minimalistes, concis, courts, condensés. Mais il y a vraiment une espèce de forme de communication non verbale entre le jeu, donc le game designer, et le joueur. Un peu comme s'il y avait un côté, hey, t'as vu ce que j'ai fait là? T'as vu, même moi j'ai codé des règles, et puis il y a des propriétés que j'ai pas codées, mais qui sont intrinsèquement dans le jeu de base. Et donc j'ai fait un niveau pour, en quelque sorte, t'inviter à voir cette propriété. Et j'ai un réveil qui sonne, c'est marrant. Donc c'est pour me dire qu'on arrive à la fin et que j'ai bien parlé. Voilà. On va, dans les autres jeux, voir d'autres propriétés émergentes. Hop, je jette mon téléphone. Parce que les autres jeux vont introduire deux autres personnages et ça va multiplier les possibilités de jeu. Voilà. Je pense que j'ai terminé cette première longue introduction, comme si ce premier jeu Heroes of Sokoban c'était un peu une manière d'introduire ce que j'aime dans le game design et les jeux d'énigmes. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous voulez que j'approfondisse, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Aussi, ça fait longtemps que j'ai pas fait des vidéos, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, j'essaye de garder un setup simple. J'essaye d'apprendre au fur et à mesure en faisant. Donc voilà, j'essaye de travailler ma diction, mon phrasé, le rythme. C'est pour le moment très sobre. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu et puis à très vite dans le prochain épisode. Salut!